Alors, je vous propose qu'on puisse, démarrer cette dernière table ronde. Donc on va être ici sur un partage d'expériences, croisées. Donc on va avoir, un retour là de ce qu'a commencé à évoquer Muriel tout à l'heure avec l'expérience avec, Promode. On aura aussi Modimalisme qui nous présentera sa démarche avec l'APF et Maud, témoignera aussi d'entretien, au sein du groupe, Kiabi. Alors, je propose qu'on commence par, Maxime et Muriel. Donc vous avez effectivement travaillé tous les 2 ensemble, sur, un projet, autour du cancer du sein. Peut-être en préambule, je ne pense pas qu'il y ait besoin de représenter Promode. Peut-être si tu veux effectivement le positionnement de la marque, peut-être, Promote for Good, Promote for Her et aussi qu'est-ce qui vous a amené à contacter, Muriel, heu d'engager ce projet? Merci Anthony. Globalement, on a lancé en fait notre stratégie RSE l'année dernière et dans notre stratégie, on avait d'abord relevé 22 enjeux. Ça faisait un peu beaucoup, donc on s'est restreint après sur 10 enjeux et un des enjeux qu'on a retenu, c'était la garantie d'une offre pour toutes. Cette stratégie en fait, elle a été cette feuille de route finalement, elle a été, finalisée et communiquée, partagée en interne en septembre et à ce moment-là, justement, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Muriel, de bien apporter, donc une belle rencontre et au bon moment et donc aujourd'hui, bah, ça fait en tout cas un beau résultat, à l'étape, actuelle. Voilà, sur cette slide-là, alors j'expliquais un petit peu justement, comment ça s'est passé, de notre côté. Donc on a constitué une équipe composée donc d'une styliste, d'une chef de produit, de plusieurs modélistes, d'une personne de la RSE, de la communication et de la qualité. Donc ça fait déjà une belle équipe quand même et finalement, c'est une équipe qui a été, assez facile à à mobiliser, merci, parce que, bah, l'enjeu, en fait, c'est un enjeu qui parle, qui peut les concerner aussi, directement ou indirectement et en tout cas, ça les intéresse fortement. Donc, on a constitué cette équipe-là. L'origine du projet, donc encore une fois, dans notre stratégie à 2025, ce qu'on souhaite, c'est, on est fiers aujourd'hui de notre cliente, on a envie de l'accompagner tout au long de sa vie et la vie, c'est pas fait que d'agréables moments, hein, même s'il y en a et heureusement. C'est aussi des moments plus difficiles, comme un handicap ou une maladie. Et donc, on s'est dit, ben, il faut aussi qu'on puisse être présent, qu'on puisse aussi habiller finalement nos clientes qui rencontrent ces difficultés-là. Et donc, on s'est écrit vraiment de cette feuille de route-là au niveau de notre stratégie. En 2022, on s'est mis justement bah, développer ou en tout cas étudier une offre qui soit adaptée à un handicap, donc là, léger, hein, et à une maladie. Habituellement, on travaillait sur, Octobre Rose, comme beaucoup d'enseignes, donc voilà, il y a rien d'original. Mais là, on s'est dit: «Bah, comment on peut aller plus loin dans la démarche?» Plutôt que uniquement faire du don, on voulait vraiment, s'impliquer, via alors ça pouvait être via du mécénat, ça pouvait être, via justement une opération ou quelque chose d'un peu plus durable. Et donc on s'est posé, en octobre 2021, et donc bah, on va en parler après, mais voilà, c'est un peu comme ça qu'est née la collaboration entre, Bien Apporter et Promode. Et du coup, donc effectivement, cette rencontre avec Muriel, toi Muriel, tout de suite tu as dit oui, et tu as voulu les accompagner. Bah, tout à fait, surtout, parce que nous, c'est pas qu'on veuille absolument travailler avec plein de marques, même si ça nous fait c'est chouette. Bon, Promode, en plus, c'est une marque qu'on aime beaucoup, donc qu'on aimait déjà beaucoup avant, donc c'est top. On avait déjà repéré des vêtements qui pouvaient bien convenir justement à des personnes en fauteuil aussi chez Promode, et cetera. Mais c'est surtout qu'on avait, construit, comme je vous le disais, il faut bien 1 an pour construire une expertise habillage sur une pathologie ciblée, pour, vraiment, voilà, mener une enquête sérieuse. Là, on avait un travail qui était tout prêt. C'était génial que Promode arrive et veuille travailler avec nous sur ce sujet, quoi. Donc, voilà, effectivement, une chouette aventure avec des personnes, en plus, impliquées. Les stylistes avaient vraiment envie de travailler sur ce sujet parce que c'est un sujet qui leur parle, qui les touche. Et puis, elles ont compris que ça pouvait permettre aussi de monter en compétences sur la prise en compte de la diversité des corps et des problématiques d'habillage.
Voilà, donc du coup, c'est une chouette aventure, comme tu le disais. Oui. Alors du coup, Maxime, est-ce que tu peux rentrer dans le détail du projet de la méthodologie? Oui, donc, Tu allumes ton micro. donc déjà, Muriel est venue témoigner avec Julien. Donc, on a eu une première rencontre justement de mobilisation, de sensibilisation, parce que clairement, à part voilà, des expériences directes, on n'avait pas forcément une vue d'ensemble. Muriel est venue justement avec tout son bagage, avec toute son expérience, avec aussi des études. Et donc, elle nous a beaucoup appris. Et moi, alors j'ai noté ici quelques informations, hein. C'est pas énorme, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué. La première, c'est Octobre Rose, c'est bien, mais en gros, voilà, il y a une mobilisation qui est faite que pendant un mois. Donc, que fait-on le reste de l'année? Donc ça nous a déjà bien marqué. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment travailler sur un sujet qui soit périn et qui soit en continu sur l'année. La deuxième chose, et c'est là où on s'est dit, on a vraiment quelque chose à faire, c'est que suite justement à une opération, à une ablation, à une tumorectomie, une mastectomie, il y a une image de soi qui peut être dégradée et une difficulté finalement à se revaloriser et à s'habiller. Donc là, on s'est dit, en ProMode, on est reconnu pour nos couleurs, pardon, pour nos imprimés. On s'est dit, il y a peut-être pas grand-chose finalement à faire déjà pour pouvoir enclencher la démarche. Et après, c'est des choses à prendre en compte justement dans le cahier des charges aussi. C'est un peu toutes les conséquences qu'il peut y avoir suite à une mastectomie ou une tumérectomie, à savoir la sensibilité, les différentes cicatrices à différents endroits, lymphodème, des bouffées de chaleur, des prises de poids, des mouvements aussi qui peuvent être limités. Voilà, et donc après, dans les réalisations en cours, si j'enchaîne, dans notre méthodo, en fait, on s'est dit qu'on allait se focaliser vraiment sur deux familles de produits que sont le chemisier et la robe, parce que c'est là où il y a le plus de difficultés finalement à trouver les produits. Les produits en maille, qui sont des produits plus extensibles, on se dit, voilà, il y a déjà plus de possibilités. Sur ces produits, voilà, ils sont un peu plus compliqués, et vous en avez témoigné tout à l'heure aussi, trouver une chemise aujourd'hui, c'est compliqué quand on a une mobilité du bras qui est réduite. Donc voilà, on a voulu travailler là-dessus. Donc on a écrit un cahier des charges aux produits. Muriel et son association nous ont fourni tout un cahier des charges qu'on a adapté, qu'on a un petit peu simplifié aussi parce que voilà, c'est très très complet. Donc voilà, on a adapté vraiment un cahier des charges aux produits. On a prévalidé aujourd'hui des produits justement qui pourraient être éligibles. Et le 7 juillet, on va faire venir à peu près une quinzaine de testeuses, donc des femmes. Et je remercie aussi l'association, j'allais dire Mon Bonnet Rose, pardon, l'association Mon Bonnet Rose, qui est une association locale que Muriel justement nous a mis en contact pour nous aider aussi dans cette démarche. Donc, on va avoir une quinzaine de personnes qui souffrent, qui ont subi une mastectomie, une tumorectomie, qui vont venir essayer nos produits et voir justement valider les essayages. Et suite à ça, il y aura des adaptations à faire. Ce sera un travail en continu. Et ce qu'on a prévu aussi, c'est le développement d'un turban aussi pour des femmes qui subissent une chimiothérapie. Donc voilà. Donc il va y avoir un lancement prévu au mois d'octobre. Mais l'idée, encore une fois, je continue sur ce sujet-là, mais ça va être une démarche continue. Merci. Alors, quand on en avait discuté aussi avec Muriel, ce qui était intéressant, c'était aussi vous m'aviez dit qu'effectivement, en travaillant sur une pathologie ciblée, vous aviez trouvé des réponses universelles finalement. Est-ce que vous pouvez, Maxime et Muriel, peut-être développer ce point-là? Je veux bien, mais en fait, j'ai déjà dit pas mal de choses tout à l'heure sur le cancer du sein. Je vais me reparler du gros bras, mais enfin, bon, j'ai déjà expliqué, hein, qu'à partir du moment où voilà, mais il y a pas que ça. C'est vrai, il y a aussi, les sensibilités cutanées importantes. Donc les peaux sensibles sous les selles, ça ne concerne pas que les femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein. Et il y a, comme tu le soulevais, la limitation fonctionnelle du côté de l'épaule, l'amplitude articulaire réduite.
Bon, bah là, c'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'avoir eu un cancer du sein pour avoir cette difficulté-là, hein. Je rappelle 12 millions de personnes qui ont de l'arthrose, bon, moins forcément qui ont de l'arthrose à l'épaule, mais ça représente quand même beaucoup de personnes. Voilà, les bouffées de chaleur, voilà, ça concerne aussi plein de personnes, les troubles de la thermorégulation. Donc, effectivement, en travaillant sur le cancer du sein, on a commencé déjà à explorer nombre d'autres pathologies. Là, en ce moment, on fait un autre travail qui n'a rien à voir avec le cancer du sein. Du coup, on est en train de travailler. D'ailleurs, s'il y a une marque qui a envie de bosser avec nous dessus, sur la maladie de Parkinson, c'est hyper intéressant aussi. Et là, c'est pareil, quand on a travaillé sur la maladie de Parkinson, on peut dire qu'on a fait les 3/4 du travail sur la sclérose en plaques aussi, par exemple, et sur bien d'autres pathologies. Donc, c'est hyper, voilà, la démarche est hyper intéressante. Il faut dire que, enfin, c'est pas que je veux passer d'Apromode à Promode, mais si Promode est venu vers nous, c'est aussi parce qu'ils avaient l'état d'esprit, voilà, pour y aller. Vous aviez déjà des produits qui étaient bien pensés. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'était une aubaine aussi. Voilà. Tu veux réagir, Maxime? Moi, je pense que Muriel a déjà beaucoup dit. Non, il y a effectivement, Muriel, quand elle nous a accompagnés, elle nous a effectivement dit que, enfin, tu nous avais expliqué justement le syndrome aussi d'Ehlers-Danlos, voilà, qui peut répondre aussi. Donc, nous, on a décidé de commencer sur un travail par rapport au cancer du sein. Effectivement, ça s'ouvre derrière à beaucoup plus de pathologies et beaucoup plus de maladies. Je veux juste ajouter une petite chose, c'est que justement, parfois, il y a des marques qui me contactent. Et donc là, vous aviez une posture différente et c'était chouette, qui me contactent en disant bonjour, pourriez-vous me donner la recette du vêtement universel, quoi, en gros. Voilà. Bon, là, le travail n'est pas intéressant dans ces cas-là, parce que ce qui est bien, c'est justement la compréhension, l'empathie d'ailleurs qu'on devrait aussi diffuser du côté des forces de vente aussi pour qu'elles comprennent mieux les clients en magasin et puissent les accompagner de façon plus appropriée, avec plus d'empathie, quoi. Donc, voilà, je ne sais plus où j'en étais. Je n'ai pas beaucoup dormi l'année dernière, alors j'ai les idées courtes. Mais bon. Alors, on avait tout à l'heure une question dans le chat enfin, autour de la communication. Est-ce que vous avez, donc là, effectivement, octobre, des produits vont sortir. Finalement, la question, c'était comment communiquer sans stigmatiser. Est-ce que ça, vous avez déjà des pistes? Alors, je réfléchissais parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus. On est en plein dedans. C'est pas du tout évident. On se pose la question. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Voilà, encore une fois, nos produits, ils sont éligibles. Enfin, on essaie en fait de les faire pour un peu tous. Enfin, en tout cas, c'est des produits de notre collection qui vont être éligibles justement à différentes pathologies. Mais effectivement, les taguer, ça peut avoir une connotation aussi qu'on ne souhaite pas forcément. Donc voilà, c'est assez compliqué. Là, juste avant de venir, justement, j'ai eu un message de la communication qui propose quand même de faire un petit étiquetage en magasin sur les produits concernés. Voilà, donc une communication au global, oui. Une communication aux produits, voilà. Nous, je pense que ça va être envisagé dans un premier temps. Mais voilà, moi, je me bats aussi contre les étiquetages. Donc, voilà, si on le fait, ce sera vraiment dans un premier temps. Juste, en fait, la démarche que l'on a prise, hein, aussi en parlant avec la communication, c'est effectivement de parler de sélection de vêtements pro-mode, des collections généralistes, qui répondent bien aussi aux problématiques des personnes qui ont eu un cancer du sein. Donc, le but, ça va être de faire passer ce message-là, de dire ce n'est pas des vêtements spécialisés pour les personnes qui ont eu un cancer du sein. Ça fait partie des collections, c'est une sélection qui vient de notre collection et qui va permettre de répondre positivement aussi à leurs besoins. Et j'espère qu'un jour, on pourra dire que ce vêtement, on pourra en parler plus librement parce que les esprits se seront un peu ouverts et qu'il n'y aura plus de stigmatisation, mais il y a encore du chemin. Je me permets aussi juste de rebondir parce qu'on parle aussi un peu de la e-boutique. C'est une grosse question aussi qu'on se pose parce que, voilà, encore une fois, c'est des produits qui font partie de notre collection. Par contre, on souhaitait aussi que ces produits puissent être trouvés facilement aussi par des personnes, voilà, qui souffrent de certaines pathologies. Donc voilà, on a pris le parti aussi là, de créer demain une e-boutique. Donc en gros, ça va juste être un onglet sur lequel les personnes pourront aller voilà, trouver directement les produits qui pourraient répondre en tout cas à leur pathologie. Donc c'est une toute petite e-boutique, mais voilà, c'est déjà ça. Un peu comme ce qu'on a vu là avec le groupe Seb et la gamme bien précise.
Oui. Mais là, du coup, je vais annoncer un scoop. Il y a encore le temps, hein, il va arriver dans 1 an, le scoop au moins. C'est qu'on est en train de développer une application mobile qui, enfin, va permettre, d'une part, aux marques de déposer les fiches techniques d'un vêtement et de voir, du coup, si ce vêtement est éligible au regard d'une pathologie qu'on a étudiée. Et d'une autre part, à l'utilisateur final d'aller consulter quels sont les vêtements qui ont été partagés. Alors, comme nous, on n'a pas d'argent, parce que pour Seb, non mais c'est pas que je veux faire un appel aux dons, quoique si vous voulez, mais pour Seb, par exemple, qui sont des institutions reconnues, etc., qui travaillent du coup sur une thématique qui est très symbolique, du coup, il y a la CNSA. Nous, la CNSA, on l'a sollicité, on n'a jamais rien eu. Donc, c'est compliqué. Alors, donc, on a besoin d'argent. Promode, on a besoin d'argent, nous, pour continuer à se développer. Voilà. Et donc, voilà, c'est long à développer cet outil, il va être très utile, ça c'est sûr, même pour les marques de mode spécialisées, parce que pour l'instant, en fait, il y a aussi un besoin de vêtements spécialisés, mais ce sont des petites marques qui ont du mal à exister. Il y en a plein qui déposent le bilan au bout d'1 an ou 2 parce que c'est difficile de développer 3 produits, de les montrer, etc. Donc, cette appli, elle va aussi servir à valoriser ces démarches-là et leur permettre d'être plus pérennes. Donc, on avance, mais on a besoin de moyens pour réussir à développer cette appli-là. Pour l'instant, on fait ça en pro bono, donc avec des développeurs en pro bono qui sont là 3 semaines, après ils sont plus là 1 mois et tout, donc c'est pour ça que c'est un petit peu long. Mais on tient de bon bout, ça fait déjà 1 an qu'on est dessus, on en a fait pas loin de la moitié, donc je pense qu'encore 1 an et ce sera bon. Et on pourra du coup montrer les vêtements de promote dessus. Alors, je rebondis parce qu'il y avait effectivement un commentaire dans le chat qui indiquait qu'il y a effectivement des acteurs spécialisés dans le vêtement inclusif, comme effectivement Bien Apporté, Forestime, Constant et Zoé, et bien d'autres initiatives, des initiatives fortes et expertes dans leur domaine, mais avec un rayonnement proportionnel à leur taille. Donc effectivement, cette application sera utile. Peut-être dernière question, Maxime. Du coup, est-ce qu'il y a des suites ensuite, après? Est-ce que ça vous a donné envie d'aller un peu plus loin sur d'autres pathologies, d'autres produits? En général, quand on met le doigt sur quelque chose, on a envie effectivement d'aller un peu plus loin, d'aller au bout des choses, même si on n'a jamais, enfin, il n'y a jamais vraiment une arrivée. Oui, en tout cas, déjà, nous, à court terme, déjà, c'est de maintenir cette offre et de trouver justement une méthode pérenne justement pour proposer ces produits-là de manière continue. De même avec les turbans. Donc voilà, on souhaite garder une offre accessible. On en parlait tout à l'heure aussi, hein, des prix, parce que c'est vrai que quand on est sur des petites marques qui font des choses vraiment spécialisées, les coûts sont assez élevés. Voilà, on souhaite aussi ramener l'accessibilité aussi. Donc voilà. Et après, oui, forcément, ça va engendrer d'autres réflexions. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Là, on est encore vraiment dans la réalisation. On a encore pas mal de boulot à mener encore jusqu'octobre. Mais oui, on pense déjà un petit peu à la suite, forcément. Pas forcément se diversifier, mais aller déjà plus loin, continuer à aller plus loin voilà, dans le chemin qu'on a commencé à parcourir. OK, merci. Donc on veille au grain en octobre. Merci, je vais passer la parole à Sabine. Alors j'ai bien pris en compte les questions dans le chat et je vous propose qu'on les traite à la fin de la table ronde. Sabine, donc tu es la fondatrice de Modimalisme. Peut-être, déjà pour commencer, nous présenter rapidement Modimalisme? Oui, alors Modimalisme est né il y a 2 ans et en fait, notre métier, c'est d'accompagner les marques de mode textile, les entreprises globalement de la filière textile dans la transition écologique. Et donc de créer un certain nombre de solutions circulaires, de monter et de co-créer des projets à impact positif vraiment pour solutionner un certain nombre de problèmes et surtout pour générer de la valeur. Donc, il y a vraiment une démarche de responsabilité et puis beaucoup de redesign, de design au cœur de notre métier. En fait, nos sujets au départ relèvent de l'upcycling, de la revalorisation de produits surplus, invendus, qui sont là un peu dormants. Donc du conseil et puis toujours en mettant en évidence l'impact environnemental, social de ce type de projet
forcément un impact positif. Alors en fait, notre mission dès le départ de la création, ça a été de se dire, il y a notamment sur le territoire Hauts-de-France beaucoup d'entreprises de marques, enfin, de textiles, et à la fin de chaque saison, de par le business model, je veux dire fashion, on se retrouve avec beaucoup d'invendus, de surplus matière, surplus composants, produits finis. Donc, dès le départ de la société, on a beaucoup réfléchi sur comment on peut révéler le potentiel de ces invendus, sachant que ce ne sont pas on va dire des nanars et des produits vraiment importables, c'est aussi des produits qui existent parce que le système génère des fins de série, génère des produits qui sont peut-être arrivés trop tôt, pas dans la bonne saisonnalité, mais qui, au demeurant, sont des très, très bons produits. Donc, notre mission, ça a été vraiment ça. Et un autre élément qui explique la suite par rapport à la démarche inclusive, c'est que le design est au cœur de notre démarche, mais en particulier, on l'a vu tout à l'heure avec l'explication de Kenza, le co-design, toute la démarche en fait collaborative où on fonctionne. Quel que soit le projet, j'allais dire, avec les marques, on fonctionne avec des ateliers, des workshops, où on va mettre autour de la table, en fait, un certain nombre d'acteurs, là, en l'occurrence de la chaîne textile, et on va porter un regard croisé sur une problématique. Donc, le co-design est vraiment au cœur de Modimaliz. Alors, pour arriver à notre sujet, on a été amené à monter, pour des marques de mode, un certain nombre de collections capsules, où forcément, il a fallu transformer, trouver des ateliers pour printer les pièces, pour les travailler, pour créer des packaging, pour faire de la couture, etc. Et comme je dirais un peu notre ADN, c'est vraiment une forte responsabilité, on a fait appel à beaucoup d'ateliers d'insertion, donc plutôt ateliers solidaires, et aussi le monde du handicap avec des premiers contacts au travers de APF Entreprises, qui a quand même sur tout le territoire français pas mal d'ateliers de couture, nés d'ailleurs par rapport au niveau de la période des masques. Donc tout ça pour vous expliquer qu'à un moment donné, il y a eu une rencontre avec APF Entreprises et puis après avec APF France Handicap. Et en fait, toujours dans cette réflexion de dire mais comment on peut revaloriser ça, on avait d'un côté, on a fait le constat que d'un côté, on avait des ressources précieuses qui étaient finalement des produits qui ne pouvaient plus rentrer dans le système de vente, j'allais dire boutique qui était en fin de série, et d'un autre côté, effectivement, des personnes en situation de handicap qui nous disaient, nous, on a quand même du mal à se vêtir, et bon, forcément, les produits ne sont pas pensés pour nous, mais on aimerait bien aussi trouver des produits dans l'air du temps, dans la tendance, adaptés, mais si adaptation que ça ne se voit pas, parce qu'on en a assez, effectivement, de porter des produits qui n'ont qu'un rôle de fonction. Bon, bref. Donc, en fait, si on peut passer à la slide suivante, on a imaginé ce projet. Il est dans sa phase de, j'aimerais un peu work in progress, mais je voudrais vous présenter plutôt le côté participatif, enfin collaboratif, parce que l'idée qu'on avait avec Modimalisme et puis APF Entreprises et APF France Handicap, c'est de dire, mais pourquoi ne pas imaginer par rapport à ces ressources précieuses une mode bien pensée. Bon, si elle a été pensée avant, c'est tant mieux, et on sait que on s'y emploie autour de la table, et c'est très bien. Mais si on peut, à partir d'un gisement, repenser, redesigner avec, pour les personnes en situation de handicap, une mode bien pensée et qui plus est accessible, ce serait top. Mais alors voilà, ça c'était l'idée un peu folle du départ, et c'était une opportunité de rencontre. Donc en fait, on a travaillé en atelier, en workshop pour mettre autour de la table des représentants. Avant, on a lancé en fait un questionnaire, même si le questionnaire il atteint très vite ses limites parce que forcément, mais ça a été pour nous en fait plutôt une petite phase d'immersion, toute petite, qui nous a amené à avoir aussi des contacts, à avoir effectivement des représentants qui avaient envie de s'engager dans la réflexion.
Et du coup, on a fait notre premier atelier de co-design, premier atelier avec des personnes en situation de handicap. Donc, une jeune fille, notamment une jeune fille qui était en fauteuil roulant, une autre personne, une autre dame qui était en couple, dont le mari était aussi handicapé, bon, pas du tout le même handicap. Enfin, voilà, donc on a eu plusieurs profils. Et en fait, bon, ce qui était vraiment intéressant, c'est que on a aussi travaillé un certain nombre d'outils spécifiques pour susciter le dialogue, la créativité, le partage, etc. Et on les a fait vraiment réagir avec du produit. On leur a demandé de nous parler de leurs produits fétiches. On leur avait ramené des invendus et des produits d'un certain nombre de marques qui nous avaient confié des produits. Et on les a fait réagir. Alors, j'ai retrouvé ce que Muriel disait tout à l'heure, à savoir que dans certains cas, le produit finalement était adapté parce qu'il était stretch, parce qu'une belle encolure, parce que donc voilà, donc tout de suite, bon, on a vu au passage l'excitation par rapport au produit parce que c'est vraiment très, très, très fort de voir à quel point le vêtement a une puissance en fait en termes d'estime, en termes de joie, etc. Donc vraiment un super atelier. Et puis après, en fait, on s'est arrêté sur des produits dont le design, dont le print, dont la petite fleur était top. Bon, simplement, effectivement, ils nous ont pointé les difficultés de passage de tête, les difficultés, effectivement, de mobilité, quand on était en fauteuil, effectivement, les problématiques de poche, etc. Donc, en fait, donc là, ce qu'on avait aussi en tête derrière, c'était de se dire, puisque nous, le gisement des invendus, globalement, on a quand même pu identifier que bon, tout n'était pas revalorisable, tout ne pouvait pas forcément être upcyclé, mais il y a quand même des grandes catégories de produits qui sont vraiment intéressantes parce que très récurrentes, avec quand même un peu de volume. Et donc, l'idée qu'on avait à l'époque, et qui est un peu encore quand même à mettre en place, c'est focalisons-nous quand même sur quelques pièces un peu emblématiques. Alors, c'était un peu pas l'idée des pièces universelles, mais de se dire, on ne peut pas faire du sur-mesure parce qu'en fait, on voulait en plus créer quelque chose qui était accessible au plus grand nombre. Donc, accessible, c'est mise à disposition, mais c'est aussi en termes de pouvoir de prix. Et donc, si on voulait un minimum que ce soit accessible, il fallait quand même pouvoir traiter, non pas sur un côté très couture et sur mesure. Et là, aujourd'hui, le projet est en cours, même si on parlera peut-être un petit peu des difficultés après. L'idée, c'est vraiment ça. C'est de se dire, on a qualifié un gisement, on sait on sait ce qu'on peut avoir globalement assez régulièrement, et est-ce qu'on ne peut pas du coup identifier les adaptations possibles, les grands emblématiques qui pourraient là pour le coup servir au plus grand nombre et peut-être servir aux 38% des personnes qu'on a peut-être un petit peu oubliées dans la vie première du produit. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, c'est vraiment un work in progress. Pardon, merci. C'est un peu un work in progress parce qu'en fait, le projet, il a été posé en relation avec mais une petite équipe de France Handicap et de France Entreprise, donc vraiment une équipe projet un peu noyau dur. Il a été d'abord posé dans sa globalité avec un certain nombre de phases. La première phase, écoute des besoins, etc. Et après, effectivement, donc prototypage, déploiement de ce qu'on avait pu imaginer, mais toujours en ayant en tête je dirais la phase ultime qui était au nom de quoi on fait les choses, comment on met à disposition ces produits. Est-ce que je barnonne, j'allais dire à un moment donné, parce que c'est ce que tu disais, quand on commence à travailler, soit en co-design, soit en réflexion sur comment on peut adapter, etc. C'est du temps, c'est de la mobilisation, c'est des ressources des usagers, des personnes concernées, c'est d'autres talents autour de la table, etc. C'est du prototypage. Donc, c'est quand même de l'investissement à tous les niveaux, c'est du temps. Donc, il fallait absolument aussi penser au nom de quoi on allait faire les choses et sur sa dimension mise à disposition et sur une certaine dimension économique. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on est engagé sur cette phase, j'allais dire, d'expérimentation, parce qu'on a le loisir de pouvoir à date faire l'expérimentation, mais on a besoin aujourd'hui, si on veut aller plus loin, de reposer effectivement le projet dans sa globalité
avec un partenaire, des partenaires plus officiels, et puis par rapport effectivement à la mise à disposition de ces produits, qu'on puisse déjà imaginer comment la piste d'atterrissage, en fait, d'une certaine manière, de ces produits pour que ce soit une vraie réalité et non pas une étude de labo. Ouais. Merci Sabine. Donc effectivement, là, on voit bien croiser mode circulaire et mode inclusive. Du coup, j'avais une question, effectivement, quels ont été les freins dans la démarche? Et donc là, aujourd'hui, tu l'évoquais, effectivement, vous avez développé 3 prototypes. Quelle serait l'étape suivante, ou en tous les cas, comment on pourrait passer justement à une étape de commercialisation ou autre? Faut que tu rallumes ton micro. Je n'ai pas le réflexe du micro. En fait, dans le projet, en fait, il y a déjà une composante qui est extrêmement importante, qui est le gisement. Donc, nous, on a travaillé sur un gisement, j'allais dire un peu théorique, hypothétique, qui est à notre disposition. Mais c'est vrai que si on veut enclencher quelque chose qui soit pérenne et construit, il faut du coup un ou deux partenaires qui nous mettent à disposition effectivement les ressources et qui, puisqu'effectivement, au-delà du gisement, à la sortie, j'allais dire au moment de l'aval, il y a la partie mise à disposition, commercialisation. Du coup, il faut vraiment effectivement qu'on ait les partenaires pour couvrir en fait la totalité de cette chaîne pour que le projet puisse se lancer à son beau niveau. Et sans oublier forcément que toute la démarche d'étude, de prototypage, de s'assurer que le proto est conforme aux besoins, parce que l'idée, c'est vraiment de rester sur une démarche un petit peu d'emblématique. Ça va demander du temps, de l'investissement et de la ressource. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là où nous, Modimalisme, en tant que prestataire, conseil, accompagnant, il va nous manquer de toute façon un certain nombre de leviers pour vraiment aller plus loin dans cette démarche-là. C'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure aussi dans le cas des démarches participatives, ce sont des démarches qui prennent du temps, justement. Et effectivement, ça pose la question finalement du modèle économique derrière. Je ne sais pas si vous y avez été confronté aussi, ou peut-être Muriel, si tu as un retour aussi. C'est justement pour ça qu'on a créé l'association. C'est parce que c'est difficile pour les marques de créer leur petit labo en interne, parce qu'elles sont dans l'urgence, elles sont dans les impératifs économiques, logistiques, etc. Donc, à la limite, c'est presque pas leur travail. Donc, par contre, elles ont besoin effectivement de mieux connaître une clientèle qui leur échappe pour le moment. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette association-là. C'est pour amener cette matière que du coup, les marques n'aient plus d'excuses pour ne pas y aller. Si je puis me permettre, c'est vrai que le fait, et merci à la chaire de nous avoir réunis aujourd'hui, parce que c'est vrai j'ai pu déjà découvrir en fait ce que faisait Muriel, et dans le projet en l'occurrence, je pense qu'on peut sans doute gagner un peu de temps sur l'intégration en fait de données, d'informations que vous avez déjà vraiment collectées, travaillées, digérées, essentialisées, enfin vraiment, et du coup restera la phase vraiment de mise en œuvre, de prototypage, etc. Mais sans doute qu'on peut gagner un peu de temps sur la phase de meilleure compréhension de ce qu'il faut et des axes de produits, j'allais dire un petit peu plus, entre guillemets, emblématiques ou universels. Donc, peut-être qu'il y a moyen d'aller un peu plus loin, plus vite ensemble. Oui, sauf qu'on aurait pu déjà aller plus loin, plus vite avant, parce que ça fait quelques années déjà que je contacte l'APF pour leur proposer de travailler avec eux, et que, en fait, ils essaient plutôt d'essayer de faire une reproduction de ce que l'on fait. Puis là, ils se rendent compte que c'est un peu plus difficile qu'ils ne pensaient, donc du coup, on vient nous rappeler au secours. Je trouve ça un petit peu vache, quoi.
Je ne parle pas au nom des APF, donc je ne rentre pas dans ça. Ce qui est clair, c'est que le projet, indépendamment des APF qui a été, je dirais, à l'origine mobilisé autour des ressources, il pose vraiment le sujet de l'inclusivité et de l'opportunité peut-être d'être dans une démarche de mode circulaire inclusif, puisqu'il y a potentiellement un gisement qui peut être effectivement intéressant. Donc voilà, après, on peut reconfigurer le projet un petit peu différemment, mais c'est vrai que ce serait intéressant de partager au moins les apprentissages et les bonnes pratiques. On peut dire que l'APF, ce sont des spécialistes de l'habillement au fauteuil. On leur laisse. Il y a des réactions dans la salle, on pourra les prendre. Maxime, tu veux dire quelque chose? Je voulais juste dire quelque chose par rapport justement un peu au nouveau business model, parce que c'est vrai que là, les 20 premières années du 21e siècle on s'est tous focalisés sur la croissance. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des limites à cette croissance, des limites à la fois dans les faits, dans le constat, des limites aussi d'un point de vue environnemental. Donc aujourd'hui, les nouveaux leviers sont plutôt des leviers un peu de diversification. Et aujourd'hui, vu le contexte aussi, contexte alors économique, le contexte d'approvisionnement de matières premières, le contexte de livraison, et bref, il y a énormément de choses qui font qu'aujourd'hui, il y a une réelle difficulté. Donc, avoir effectivement des associations qui sont spécialisées, qui peuvent nous faire part de leur savoir, c'est un vrai plus, c'est un gain de temps. Aujourd'hui, on n'est pas expert sur le sujet. Ça demanderait pas mal de ressources. Ça demanderait aussi beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant cette collaboration-là. Et ça nous permet justement aussi de tester, de trouver peut-être un nouveau levier aussi. Et c'est là aussi où on verra derrière, en fonction des résultats, parce que malheureusement, il y a toujours quand même le côté économique, hein, ça reste indispensable. Si le résultat est correct, forcément, on pourrait encore plus amplifier l'action. Merci. Avant de laisser la parole à la salle, peut-être Maude, tu avais effectivement une prise de parole. Oui, alors, normalement, ça ne devrait pas être moi qui intervient. C'est une de mes collègues qui devait faire ce retour d'expérience et elle a la meilleure excuse du monde puisque sa fille est en train d'accoucher. Donc, on parlait de moments vie heureux. On y est. Donc, je prends la parole pour faire un petit retour d'expérience sur la grande taille chez Kiabi. Je ne suis pas complètement illégitime sur le sujet parce qu'effectivement, à une certaine époque, j'ai pu faire des prestations de conseil en textile pour cette enseigne. Et j'avais inventé une étude qui s'appelait le mini-panel. Donc, s'il y a des Kiabi dans la salle, peut-être qu'ils ont déjà entendu parler de ça, qui consistait à faire de l'immersion, en fait, au final, d'emmener les équipes produits. Donc, il y avait chef de groupe, chef de produit, styliste qui venaient dans les magasins. Et on interrogeait, en fait, les consommateurs. Et je faisais ça sur tous les segments de marché femmes, notamment. Et est arrivé, évidemment, le moment de l'étude de la grande taille. Et je me souviens que ça avait créé des effets d'effroi un peu dans les équipes parce qu'il y avait des consommatrices qui avaient des choses à dire, des choses à montrer aussi. Et donc, j'avais fait chez les hommes et chez les femmes. Et on avait des gens qui venaient prendre la parole et j'avais même des consommatrices qui me prenaient par la main en disant « Vous leur direz bien qu'il faut faire ci, vous leur direz bien qu'il faut faire ça ». Et en fait, je me suis retrouvée exactement dans la situation de terrain de recherche que je pouvais faire par ailleurs, notamment les terrains sur l'ethnicité, où vous devenez le porte-parole en fait, d'une population dite sensible et qui a besoin de faire passer un certain nombre de messages. Et que ce soit d'ailleurs sur la cible femme ou homme, il y avait comme ça, on sentait des gens différents et en même temps, c'était intéressant parce que le traitement de la grande taille dans l'organisation, parce qu'il faut un peu rendre à César aussi, c'est-à-dire que moi, quand je vois arriver la morphologie dans l'inclusivité, dans la mode circulaire, je me dis, il y a quand même des gens qui en font depuis 20 ans, hein, et donc il faut aussi aller voir comment ça a évolué ce marché de la grande taille. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait reparler un petit peu de Kiabi. Donc j'ai interrogé les chefs de groupe de l'époque, ça s'appelait comme ça, femmes, hommes, et puis j'ai fait un petit fact-checking quand même en interne pour voir s'il y avait des choses qui avaient évolué. Donc ça n'a pas valeur d'exhaustivité, mais je trouve que c'est intéressant de voir comment, quand dans une entreprise, on fait un effet de normalisation, c'est-à-dire que quelque part, la grande taille est traitée en fait comme une cible femme, on se retrouve parfois dans des situations où
on a comme ça des contraintes quand même très, très fortes. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, rien n'est simple. Donc, il y a quelques éléments. J'ai posé 4 grandes questions, mais je ne vais pas vous les redonner telles quelles. J'avais demandé, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment le rayon grande taille était géré, notamment comment il est pensé par rapport aux autres rayons chez Kiabi à l'époque où vous y étiez. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près ce que ça représentait dans la stratégie, notamment par exemple en termes de chiffre d'affaires, et puis quelles étaient les spécificités de la grande taille? Est-ce qu'il y avait des contraintes, des aménagements particuliers? Et puis, la question à 1 000 €, est-ce qu'il y avait des éléments spécifiques qui, rétrospectivement, auraient pu être mieux pensés ou sur lesquels vous avez peut-être eu des petites frustrations? En gros, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il eût fallu améliorer? Ça, c'était la question un peu de fin que je vais donc repositionner au début parce que c'est celle qui est intéressante, évidemment. Alors, effectivement, ce qu'on observait, ce qui est intéressant, c'est que la grande taille était en fait englobée dans une approche de stratégie générale par rapport à la femme. Et ça représentait en fait un de ces segments marketing dont on parlait tout à l'heure, donc au même titre en fait qu'un autre segment qui était labellisé un peu de la même manière, qui était le segment de la maternité. Et d'ailleurs, sur ces 2 segments, l'entreprise a quand même eu un grand succès de marché et elle a adopté la même démarche qu'elle avait sur l'ensemble en fait, de sa stratégie, qui était de dire il faut rendre accessible cette mode à ce public. Et effectivement, c'est aussi pour ça qu'elle est relativement pionnière. Alors, il y en a d'autres, je ne veux pas créer de problème, mais bon, il y avait aussi la Redoute à l'époque, mais c'était assez nouveau, il y a une vingtaine d'années, d'être quand même sur la grande taille, et ça servait en fait des femmes qui n'avaient pas beaucoup de possibilités autres que sinon, il fallait passer par la VPC, c'était, on va dire, le plus grand concurrent de l'époque. Donc, c'était pensé de la même manière. Ce n'était pas forcément fourni en termes d'organisation de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vous parle des années entre 2005 et 2010, qui sont sur la femme comme sur l'homme d'ailleurs. Il y avait un chef de produit, en fait, qui s'occupait de la grande taille et qui s'occupait de toutes les catégories de produits. Alors que sur les 2 autres segments de marché de femmes, qui représentaient au final, si j'ai bien compris, à peu près 5 points de plus de chiffre d'affaires chacun, en fait, il y avait plus de chefs de produits. Donc, alors ça a évolué, parce qu'on m'a dit qu'en interne, on avait l'équipe qui avait beaucoup évolué. Je vois qu'il y a ça acquiesce, donc je pense que c'est effectivement, ça a bougé. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on voyait qu'il y avait une organisation interne. Donc là, on parle de la structure, en fait, dont je parlais un peu tout à l'heure. C'est qu'on est un peu contraint par la structure. Le plus gros problème, la plus grande problématique, en fait, qu'on a, et c'est une problématique qu'on a sur la grande taille quand on parle de mass market, c'est le prix. Donc, et les marges. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont très vite rendus compte, et d'ailleurs, tous les 3, quand je les ai interrogés, m'ont dit, et ça, c'était génial, notre rêve, c'était d'augmenter en fait les lignes. Si on avait pu faire du 34 au 60, on aurait été ravis, heureux, tout ce que... Sauf que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, pourquoi? Parce que si on fait ça, ce n'est pas possible en termes de positionnement prix, parce qu'à partir du moment où vous allez passer le 44, vous allez augmenter les prix, et en fait, c'est discriminant dans un rayon. Et ensuite, ce n'est pas faisable, puisqu'on a besoin de plus de textiles, de tissus. Alors, on m'a expliqué aussi. Et donc, par exemple, quand on fait un motif sur une chemise en 38-40, on ne peut pas la reproduire telle qu'elle sur une chemise en 46 ou 52, 54. Enfin, c'est impossible techniquement parlant. Donc, il y avait là, un croisement qui fait qu'automatiquement, il a fallu penser ce rayon comme appartenant au marché femme, mais ne pouvant pas être complètement attaché. Donc, il fallait trouver des techniques en interne, des stratégies, en fait, pour faire ressembler un peu le marché femme grande taille au marché femme. Et alors, il y a aussi un élément qui s'est passé, c'est qu'on ne les a pas mis ensemble sur les plans de magasins, qui ne sont pas au même endroit pour éviter des effets de comparaison. Donc, on voit comment, en fait, parce qu'il y a un système de production qui est organisationnel, on se retrouve dans une situation où les consommatrices, elles, parfois, ont bien soulevé le problème. Mais pourquoi on est au fond du magasin à gauche ou à droite? Et pourquoi on ne trouve pas la même chose dans le rayon des femmes par rapport au rayon de la grande taille? Où on voyait bien en fait qu'il y avait des zones parfois qui pouvaient être des zones d'incompréhension auprès des concurrents. Et donc ça, je trouvais que c'était intéressant parce qu'on voit bien que c'est un peu, et ça n'a pas pu changer, puisque je checkais vite fait, en termes de conception de produits, on est toujours un peu contraint par ce prix. Donc là, en fait, c'est effectivement à quel moment on bouscule le système. Alors, attention, je vais sur est-ce qu'il faut ou pas les mêmes taux de marquage, est-ce qu'il faut les mêmes volumes. Enfin, en fait, là, on parle de la méthode de travail, du métier, quoi. Et ça, c'est quelque chose de différent. Et c'est d'ailleurs, dans les marques alternatives, c'est quelque chose qui est utilisé contre les marques classiques pour expliquer combien, en fait,
les marques classiques ne correspondent pas totalement à la problématique, par exemple, des femmes rondes, puisqu'elles ne font que de la gradation et elles ne font pas du modélisme, quelque part. Donc, on voit ici et ça, c'est vraiment, en fait, le cœur, à mon sens, quand on voyait ça, c'est un peu le cœur de l'effet de standardisation du marché de masse. Alors, du coup, elles ont des astuces et donc elles ont des… Je pense à toi parce que les gros bras, elles n'arrêtent pas de nous parler des gros bras. Et donc, en discutant avec tous ces chefs de produits, là, on est sur une période entre 2005 et maintenant un peu, on voit en fait qu'ils ont repéré quelques éléments sur lesquels ils ont un petit peu de latitude. Le bras, la taille, l'élastique, les petites astuces dans les pantalons, etc. Ça, c'est des choses Mais en fait, on sent qu'ils sont dans un environnement contraint parce qu'ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin, en fait. Et donc, ils se retrouvent dans ces situations où ils ne pourront pas parler à tous les corps des femmes. Donc, ça, ou des hommes, d'ailleurs. Bon. Ça, c'était un point sur lequel on pouvait revenir aussi. Et puis, il y a un autre élément qui est une sorte de serpent de mer. C'est le niveau de mode. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on offre en fait à ces femmes-là, et quels que soient les chefs de ou ces hommes, parce que les hommes c'était pareil, c'est-à-dire à un moment, jusqu'où elles vont aller, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une envie de normalité, mais en même temps, quand on est dans le concret de l'achat, en fait, c'est quand même quelque chose qui ne sera pas forcément très à la mode qui va être acheté, et les plus grosses ventes en fait sont celles qui se font sur des produits un peu standardisés, un peu basiques. Donc ça met en porte-à-faux aussi les producteurs de mass market sur le pourcentage de mode. Alors, elles ont des astuces à nouveau. Alors, dans les années 2005-2010, ça résonnait en silhouette. Donc, en fait, il y avait des silhouettes qui étaient mises en avant dans la partie grande taille, mais en fait, derrière, il y avait quand même plus de ce qu'on appelait du fond de garde-robe, c'est-à-dire qu'il était un peu plus terne, un peu plus noir, parce que c'était ça qui se vendait. Mais ça montrait qu'il y avait quand même un intérêt pour la mode. Et tous me disent, en fait, si on avait pu refaire des choses, on travaillerait les choses un peu plus féminines, plus sexy, ou les hommes qui osaient un peu plus, etc. Parce que le regard on a compris, ils avaient compris, le regard des femmes rondes sur elles-mêmes est difficile. Et là, on voit la différence entre ceux qui étaient là en 2005 et ceux qui sont là maintenant, en disant, mais sur le web, on peut faire des choses. Parce que justement, là, il n'y a pas on peut voir jusqu'où elles peuvent aller. Et puis, il y a cette idée, on plaisantait sur la combinaison en denim qui est très demandée, mais qui est un casse-tête, en fait, en termes de façon, et puis après, en termes de vente. C'est-à-dire que même si on l'a fait, en fait, quelque part, même si elle est très demandée, en fait, est-ce qu'elle va être vendue? On voit bien qu'ici, il y a des… Là, je suis très factuelle, c'est vraiment histoire de montrer un peu ce qui se passe. Et il y a un autre élément qui est très intéressant aussi, et c'est là qu'on voit en fait comment les stratégies ne sont pas toujours faciles à mettre en place, c'est-à-dire ces vêtements-là, déjà à l'époque, étaient très difficiles à mettre en merchandising. Dans les magasins, c'était compliqué, et c'était aussi compliqué pour la force de vente qui ne comprenait pas toujours. Et alors là, on retouche à nouveau aussi à comment stigmatiser. En fait, le point de vente est un lieu sur lequel on n'a parfois pas tendance à beaucoup réfléchir en termes de stigmatisation. Bon, là, on avait travaillé avec un collègue sur les gens qui avaient des handicaps invisibles dans les magasins. C'est une catastrophe, je veux dire, c'est parfois très compliqué. Et là, en fait, c'était amusant parce que déjà, il y a quelques temps, on avait cette problématique. Et puis, en fait, je viens d'apprendre que c'est seulement maintenant qu'on réfléchit à faire des cintres en fait, qui puissent accueillir des grandes tailles. Mais il y a presque déjà 10 ans entre les deux. Et puis, ça fait quand même longtemps que c'est sur ce marché-là. Donc, on voit que ça évolue, mais doucement finalement. Et puis, sur un point sur lequel on revenait tous, cette capacité… Ah oui, dans les petites… On m'a reparlé de Tazzo, donc je crois qu'il y avait Olivier Balanquin qui était là. Donc, Tazzo, voilà. On voyait bien en fait, qu'il y avait une appétence de certaines grandes tailles sur des effets de mode. Il me semble que c'est une association avec des designers pour le coup, et que même des étudiants en design, c'est ça. Donc là, on rejoint un peu notre problématique. On voit que quand on collabore, en fait, parfois, il y a des effets qui sont des effets démultipliés sur certains… Alors, avec une problématique après de volume, c'est tout. Voilà. Et dernière chose, il y a une chose qui n'a pas changé depuis le début et sur lequel on est tous un peu perplexes, c'est le nom de ce rayon. Ce rayon s'appelle toujours grande taille, en fait. Et en fait, déjà à l'époque, tout le monde revendiquait un autre nom. Et c'est vrai que Et là, on voit, en fait, je pense, une certaine inertie aussi de la structure, en fait. Parce que ça, c'est en fait une dénomination organisationnelle qui se retrouve un peu en magasin. Alors, on plaisantait avec une ancienne… Elle dit, en fait, je me demande même si on a la place pour mettre femme ronde. C'est vraiment aussi simple que des choses très techniques comme ça
qui sont… Alors là, je reviens sur mon histoire de l'intersectionnalité. En fait, ça, c'est typiquement quelque chose qui fait un trigger, comme on dit dans cette littérature-là, c'est-à-dire l'acting. Et puis alors là, vous donnez en fait, vous tendez la perche pour vous faire battre tout seul. Et déjà à l'époque, elles étaient assez remontées contre ça, elles le sont encore. Et comme on discutait, j'ai cru comprendre j'ai vu qu'il y avait notamment pas mal de youtubeuses, femmes rondes qui venaient faire parfois des choses. En 2014, vous en avez invité. Enfin, je veux dire, on a aussi la grosse vague du body positivisme qui s'est installée depuis ce temps-là, qui font que le modèle économique il tient, mais c'est vrai que les discours autour de ça sont quand même assez différents culturellement parlant, et que sur ce point-là, ça serait intéressant de peut-être penser à une évolution. Voilà. Bon, ça, c'est juste, c'est là. Merci Maud. Merci pour ce retour. Donc, on voit effectivement des choses internes à la structure, des choses du modèle économique. On l'évoquait aussi en introduction, finalement, quel est le modèle économique, le business model de la mode inclusive. Alors, il y a plusieurs réactions dans le chat qui remercient de ces témoignages très intéressants. Est-ce que ici, dans la salle, il y a des remarques, des questions, des réactions? Les gens qui veulent prendre la parole. Oui, il y a plusieurs personnes. Alors, je vais vous laisser vous lever et prendre le petit micro au pupitre. Alors, je ne suis pas du tout dans la mode. Je suis éducatrice spécialisée, APF. Donc, je rebondis sur le APF et handicap moteur. Oui, mais pas que. Alors, peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était le moteur fauteuil. Au jour d'aujourd'hui, et ça fait 10 ans bientôt que je travaille, on n'est plus du tout là-dessus. Et justement, on travaille avec Kiabi, je ne sais pas si… Voilà. Et c'est Kiabi qui est venu nous chercher parce que justement, au jour d'aujourd'hui, on accompagne tellement un public divers et varié qu'on arrive à faire de la mode adaptée. Donc voilà, au niveau de APF, ce n'est pas que moteur. Je sais, hein, je connais l'APF, mais c'est juste que nous, ça fait des années qu'on est allé les chercher et ils n'étaient pas du tout intéressés par l'habillement, mais pas du tout. On a ramé pour les tirer vers l'habillement. Oui, bien sûr, oui, c'est sûr. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi une démarche, par contre, du côté de l'APF qui est dans l'adaptation du vêtement. Or, justement, nous, on a une démarche autre qui est le fait que, comme on le disait, hein, la plupart des personnes concernées trouvent des vêtements qui ne sont pas adaptés spécialement, mais qui leur conviennent plutôt bien, qui peuvent sans doute être un peu améliorés, mais on n'est pas obligé de passer par des ajouts techniques qui en plus ajoutent du coût aux vêtements, donc et puis qui les marginalisent un peu, hein, qui les stigmatisent. Donc, on a une approche qui est différente. Mais je suppose que l'APF va s'inspirer de ce que je suis en train de dire pour changer la donne. Mais après tout, ça fait avancer la cause, donc c'est bien. Bon, super. Pardon. Bon, super. Vous allez pouvoir en discuter après ensemble. Il y avait aussi une autre question. Isabelle, tu avais une question, il me semble, non? Tu as levé le micro. Par contre, il y a aussi une autre question au fond. Moi, j'ai une petite question. On parle beaucoup dans la mode circulaire de tout ce qui est production à la commande et production à la demande. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que toutes ces technologies qui vont se développer vont pouvoir servir davantage toutes ces segments de consommateurs qui sont jusqu'alors oubliés ou exclus? Est-ce que vous pensez que… Alors, d'autres enseignes… Hein, que… Alors, Maxime, elle te regarde fortement. Est-ce qu'on peut imaginer que, effectivement, les avancées qu'on voit aujourd'hui en production à la demande peuvent être une solution? Alors, pas la solution, Pardon. C'est pas grave, je reprends la question. Mais oui, donc par rapport à la production à la demande, alors nous, on y est sur une partie de notre collection, donc voilà, on est concerné aussi. Je pense que oui, justement, c'est un bon levier et c'est bien peut-être pour démarrer justement quand on est sur un segment de marché qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément bien, passer par la production à la demande, ça peut être un élément très intéressant. Le petit hic, ça va être le coût, puisque une production à la demande aujourd'hui demande des coûts, enfin en général on est sur des coûts quand même plus importants, mais voilà, tout dépend après du volume qu'il peut y avoir derrière. Mais voilà, oui, je trouve que c'est justement un bon levier de démarrage
ou de spécialisation. C'est pareil, s'il n'y a pas des quantités énormes, justement, c'est bien de passer par ce levier-là. Ouais. Merci. Il me semble qu'au fond, madame, vous avez une question. Je vous invite à vous rapprocher du micro. L'allumer. Bonjour. Du coup, moi, je suis ergothérapeute aussi dans l'APF, donc avec mes collègues. Et moi, c'est pas pour ça que je voulais intervenir, c'est surtout par rapport à la question qu'on a beaucoup abordée, mais sans trop rentrer en profondeur dans les détails. Je voulais reparler de la communication autour des marques pour les personnes en situation du handicap. En fait, moi, je trouve ça très bien, par exemple, que Promode fasse un onglet sur Internet avec justement un onglet pour les personnes en situation de handicap. Parce que moi, dans mon travail, j'ai tapé tellement de fois sur Internet vêtements adaptés ou avec des patients, on a essayé de chercher des vêtements qui leur correspondraient et on ne trouve pas. Alors après, je n'ai pas autant d'expérience que certains de mes collègues, par exemple, mais moi, je comprends la stigmatisation et tout ça, mais en même temps, ils ont besoin d'avoir sur Internet, de trouver que Promode a une collection adaptée et qu'il y a des marques qui se consacrent à ça et même qui habillent. Enfin, moi, je trouve ça bien de faire de la communication. Et par exemple, on se disait avec mes collègues qu'on n'était pas du tout au courant qu'il y avait eu cette collaboration avec Seb. On n'était pas au courant en fait de ces ustensiles et c'est super dommage parce que moi, j'aurais adoré les tester avec mes jeunes. Voilà, donc c'était une remarque et un questionnement. Voilà. Merci. Il ne faut pas y toucher. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce témoignage ou rapidement? Maud, oui, vas-y. Oui, Nathalie, avec le micro. Oui, sans vouloir... d'une analyse très extérieure, en fait, c'est pas si simple de communiquer. C'est pas pour rien, en fait, finalement, que c'est la morphologie qui arrive comme étant le premier marché. Parce qu'en fait, ça ne véhicule pas du tout de tabou existentiel. Enfin, ça en véhicule quelques-uns, mais beaucoup moins que la maladie, que le handicap à vie, visible, invisible. Et quand on fait un peu de stratégie de marque avec une approche un peu sociologique et culturelle, on comprend très bien que les marques soient un petit peu plus frileuses. Alors, c'est une constatation. Moi, je les inviterais à l'être beaucoup moins parce qu'effectivement, culturellement parlant aussi, la mise en visibilité, elle est importante. Mais ce n'est pas étonnant, en fait. Ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, le service com, il résonne dans un marketing un peu traditionnel de stratégie de marque et que d'un seul coup, en fait, on vient lui coller l'imaginaire de la maladie. C'est comme ça que le service le conçoit, généralement. Et on lui a expliqué pendant tous les cours de marketing, pendant des années, que attention au transfert négatif, vous allez perdre des points de notoriété, des points d'attachement, enfin, tous ces trucs-là, que nous, les profs de marketing, on ne raconte plus à nos étudiants. Donc, il va falloir attendre qu'ils viennent dans nos universités chez vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est difficile parce qu'effectivement, il y a des vieux réflexes. Et puis, il y a une prise de risque que tout le monde n'est pas prêt à faire. Et moi, j'ajouterais juste que c'est dommage parce qu'on dit que la mode fait les tendances. Donc là, elle a une responsabilité sociale peut-être que les choses. Tu prêches une convaincue, puis surtout si on fait du marketing culturel, enfin bon, on voit bien, mais c'est pas toujours simple d'aligner en fait des années de communication avec d'un seul coup une prise de parole sur... Parce qu'il y a une question de crédibilité aussi. C'est aussi pour ça qu'un certain nombre d'acteurs nouveaux sur le marché de la mode inclusive ont une légitimité beaucoup plus grande parce qu'ils partent de rien en fait. Ils n'ont pas de passif, ils ont pas bon, même si le consommateur n'a pas toujours de la mémoire, mais il en a un peu quand même. Donc, c'est plus facile de construire un discours que d'orienter ou de réorienter un discours. Et ça, tout le monde le sait en interne, sans compter l'investissement que ça. Maxime? Oui, après, ce qui n'est pas évident, c'est de trouver justement on va dire la bonne accroche. Enfin, un truc tout bête, mais le nom de l'onglet, déjà, on le cherche. Et c'est ce qu'on fait. Ouais. C'est ce qu'on... Vraiment véhiculer, c'est les premiers concernés qui sont vraiment votre source d'inspiration, qui sont des vrais moteurs et vous aurez les mots-clés pour vos campagnes de communication. Alors, justement, j'allais y venir. Aujourd'hui, donc, on a lancé on lance cette semaine, justement, mais juste pour cette petite phrase, enfin, ce petit mot,
effectivement un brainstorming auprès de notre communauté de clientes qui sont concernées, justement. Mais voilà, donc c'est un sujet qui prend quand même du temps aussi. Et après, comme on le disait aussi tout à l'heure, c'est comment amener finalement, avoir les bonnes phrases d'accroche et amener les bons termes, parce qu'encore une fois, nous, on parle là pour l'instant du cancer du sein, mais ça touche plusieurs pathologies. Donc voilà, comment on peut arriver justement à associer un peu tout ça pour que les personnes qui sont concernées en fait, aillent directement sur cette page. Alors, Nathalie. Quand les personnes font un entretien d'embauche, est-ce que je dis que j'ai une RQTH, je le mets sur mon CV, je ne le mets pas? Est-ce que je le dis à l'entretien que j'ai une RQTH, je ne le dis pas? Je suis handicapée, j'ai un handicap invisible, je ne suis pas obligée de le dire. Je peux avoir un échange avec le recruteur et pas lui dire. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut quand même poser les choses. Enfin, c'est pas à cacher. Alors. Tant qu'on va cacher qui on est, on n'avancera jamais sur le sujet. Jamais. Et on stigmatisera, et on essaiera de bien faire, mais on va cloisonner, et puis on fera des choses pour les jeunes, on fait des choses pour les seniors, donc maintenant, on fait des choses pour les femmes, on fait des choses pour les personnes d'origine étrangère, puis on fait des choses pour les personnes en situation de handicap. Mais non, tant qu'on prendra le sujet de cette façon-là, on n'avancera. Alors, je vous propose d'en rediscuter après au cocktail, surtout que du coup, quand on ne prend pas le micro, on ne nous entend pas. Et donc, les gens attendent. Nathalie? Oui. Oui, moi j'ai une question sur le modèle économique parce qu'on parle des entreprises, mais on voit bien que aussi bien toi que vous, madame, vous êtes des tiers. Moi, je vous analyse comme des tiers qui permettent de faire le lien entre des acteurs finalement d'une filière qui vont permettre de dire comment on fait de l'inclusif, comment on fait de l'upcycling. Vous, votre modèle économique, c'est quoi? Parce que c'est une vraie question. Si, je veux dire, on voit bien que la richesse, elle va être créée à un moment donné s'il y a des organisations comme vous. J'ai cru comprendre que vous faites partie du secteur économie sociale et solidaire, mais comment vous créez, est-ce que vous arrivez à créer de la valeur? Parce que le jour où vous disparaissez, ces initiatives, elles sont hyper fragilisées en fait. Alors, rapidement, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Micro. C'est vrai que quand on se positionne comme acteur du changement, comme accompagnateur dans la transition auprès de gros acteurs, c'est vrai qu'il y a avant tout un Graal qui motive. Donc ça, c'est une chose. Ceci étant dit, après, sur la partie économique, on a, nous, par exemple, pour être clair sur Modimalisme, on intervient en tant que conseil. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'honoraires par rapport à une prestation de conseil. Et puis, au-delà du conseil, on met en œuvre les solutions qu'on peut apporter. Là, on va prendre un exemple hors inclusivité. On va créer une collection issue de la revalorisation des invendus, une collection un peu capsule. Modimalisme va gérer la totalité du livrable, de la qualification des stocks, en passant par le redesign, la mise au point produit, la recherche du bon partenaire, le désassemblage, la couture, le storytelling, la communication. Donc, en fait, on se rémunère, j'allais dire, nous, en tant que équipe prestataire, aussi sur la mise en œuvre de la réponse, de la solution circulaire. Mais c'est vrai qu'il y a des projets, et le projet dont on a parlé là sur comment créer, peut-être à partir d'un gisement de ressources dormantes, stock dormant, des collections adaptées. Là, on peut à un moment donné, face à un besoin de ressources, d'investissement, se poser un peu la question, et personnellement, je me suis posé la question de la pertinence d'aller encore plus loin seul avec la seule envie de faire bouger les lignes. Donc, de toute façon, c'est toute la difficulté de nos positionnements et de ces initiatives. C'est-à-dire qu'en fait,
on est vraiment facilitateur auprès de marques qui ont leur modèle, qui engagent énormément, on vient de le voir avec Maxime là aujourd'hui, énormément d'actions aussi pour faire en sorte de conduire le changement et de bouger, mais avec aussi une grosse responsabilité économique. Donc, en fait, il y a des moments où il faut faire les choses avec raison parce qu'il y a vraiment une responsabilité derrière sur l'enseigne. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est là où on a la chance aussi, soit quand on est asso ou comme même moi, je ne suis pas une association, je relève de l'économie sociale et solidaire, mais j'ai une société de droit privé. On est aussi sur des champs d'expérimentation accompagnés par des organismes, que ce soit l'ADEME ou également effectivement la région qui, sur des projets qui visent à accompagner cette transition, peuvent effectivement nous aider pour rendre possible ces choses-là. Merci. Alors, je vous propose que les questions de la salle, on puisse en échanger juste après dans le petit pot, parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat et je ne voudrais pas les frustrer. Donc, première question, que pensez-vous des débuts d'initiative de Kiabi, Tommy Hilfiger ou encore Jules? Alors, je ne sais pas si Muriel, ouais, rapidement. Et alors, j'en profite du coup pour associer la deuxième question. Quelle est la part de marché avec les vêtements pour les personnes en situation de handicap? Je ne sais pas si on a des éléments là-dessus. Là, c'est dommage. Oui, Olivier Balanguin, vous pourriez dire quelle est la part chez Kiabi des… Ouais. En tout cas, nous, ce qu'on avait entendu, c'est que ça ne fonctionnait pas tant que ça, parce qu'en fait, les personnes n'ont pas envie d'acheter des vêtements. Surtout que vous avez fait une gamme pour les enfants. Et nous, des retours qu'on avait eus, en tout cas, les parents ne se dirigeaient pas volontiers vers ces vêtements-là parce qu'ils voulaient que leur enfant porte le même t-shirt de Spider-Man que le copain, etc. Bon, mais après, moi, je trouve par contre que c'est bien que ça existe. C'est super que ça existe parce que ça répond à un vrai besoin aussi. Donc, je pense que c'est complémentaire à la démarche que l'on a. Il y a besoin aussi de vêtements qui soient adaptés parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans des vêtements de prêt-à-porter aussi bien soit-il. En part de marché, je ne suis pas sûre que ce soit encore percutant. Mais encore une fois, il faut que les mentalités changent. Voilà, comme le disait Nathalie tout à l'heure, il faut que, voilà, qu'on parle handicap sans complexe, maladie sans complexe, et puis tout ça, ça va changer la donne. Oui. Ouais. Je me permets de répondre. Donc, Mathilde, je travaille avec Olivier sur cette gamme de produits adaptatifs Kiabi. Et en fait, ce n'est pas une histoire de ça ne fonctionne pas, les parents ne veulent pas y aller, etc. C'est un problème qu'on a discuté depuis le début, c'est un problème de communication qui n'est pas évident vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants, parce qu'aujourd'hui, on a fait des tables rondes, on a vraiment co-développé ces produits-là avec des enfants, des ados, des personnes en interne qui sont des aidants, et les produits fonctionnent. Maintenant, ça reste une niche et il y a vraiment un problème de se faire reconnaître et de se faire voir sur cette gamme de produits-là. On a sur un site internet, comme vous avez parlé d'une e-boutique, on en a une, il faut la trouver. Tommy, pour les regarder, Tommy a la même chose, je ne sais pas comment fonctionne Tommy. Aujourd'hui, c'est vraiment une problématique et un questionnement, et c'est une refonte qu'on a en interne de savoir comment parler sans stigmatiser, mais il ne faut quand même pas oublier que c'est des personnes qui ont un besoin spécifique et un besoin d'adaptation. Ce n'est pas un besoin qui est fait pour ces personnes-là, mais il y a un besoin d'adapter les vêtements pour plein de situations de la vie. Alors justement, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est une question dans le chat. On parle beaucoup de stigmatisation, mais on peut aussi assumer et revendiquer pour faire progresser la société, faire accepter les différences et en faire une force. Qu'en pensez-vous ? C'est ce que Nathalie disait tout à l'heure, hein, donc on est tout à fait d'accord avec ça. Simplement, du côté de Kiabi, la communication justement via les associations comme l'APF, qui peuvent être un relais de communication sur ce sujet. Vous avez aussi une communication assez forte sur les réseaux sociaux, etc. Et ça ne prend pas. Alors, parce que là, du coup, vous visez directement les cibles de personnes concernées, quoi. On a été vigilants justement entre cette partie-là de stigmatisation, puis pour moi c'est toute une gamme à revoir et à échanger avec nos clients. La gamme qu'on a faite, elle fonctionne. Maintenant, il y a tellement de sujets
Et comme vous dites, en fait, on veut pas stigmatiser sur c'est pour les handicapés ou c'est pour tel problème. Donc, il faut vraiment avancer avec notre client et les mentalités avancent vite aussi. Donc, il faut avancer et non, enfin, on n'a pas énormément communiqué par pudeur. Oui. Alors, dernière question. Si je peux me permettre, sur cette question-là, il y a quand même toute une littérature sur l'activisme des marques qui est quand même très intéressante à aller un peu regarder, sur justement le fait de participer, de faire partie des gens qui mettent en visibilité. Et je pense que peut-être, alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, les petits construisent une stratégie autour de ça, et c'est plus difficile pour un gros groupe de le faire. Et en même temps, si on reparle marketing pur et dur, il y a des stratégies de différenciation. Et ça en fait un peu partie maintenant. Alors, autre question. La marge sur les produits grande taille sont-elles similaires à la gamme générale ou bien finalement l'inclusion, c'est aussi faire supporter le surcoût des produits à besoins spécifiques par les produits connus? Une question sur les marges. Alors moi, j'ai posé la question aux personnes que j'ai interrogées. En fait, c'est exactement les mêmes pourcentages de marge qui sont appliqués, sauf que le prix de revient n'est pas le même. Donc, il est forcément plus cher en magasin. Donc, c'est une décision, en fait, de baisser éventuellement le taux de marge, sachant que quand même, n'oublions pas que quand on est sur de la grande distribution, on n'est pas non plus sur des taux de marge qui sont mirobolants parfois. Donc, c'est une vraie question stratégique. À nouveau, système organisationnel, tout ça. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette rencontre. Je voulais remercier effectivement l'ensemble des intervenants qui sont venus de loin, du Havre, d'Orléans, de Nancy et aussi de plus proche, de Roubaix. Merci à vous pour vos témoignages. Merci aux participants en ligne et en visio. Merci donc aux différents réseaux qui ont relayé aussi, donc H2I, Bien Importé, Alcor, et aussi à nos sponsors, Malakoff Humanis et Région de France. Donc, l'événement d'aujourd'hui était enregistré, donc on pourra retrouver tout ça sur le YouTube de la chaire. Et donc, pour ceux qui sont en présentiel, je vous invite à un petit pot à l'extérieur. Merci à tous.